Voilà, les mots pour le dire, c'est important puisqu'on a vu que la communication est un élément important, qu'il y a des campagnes qui sont faites. Et dans le domaine du Covid, vous en avez vu un certain nombre. Il était important d'avoir un spécialiste de la chose. Nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Didier Courbet. Vous êtes professeur des universités, chercheur en communication et psychologie de la santé. Ça tombe bien. Et vous faites de la recherche au sein de l'Institut méditerranéen des sciences de l'information et de la communication. Il ne faut pas être bègue pour vous dire ça. Très bien. Un élément quand même important, c'est que vous travaillez beaucoup aussi avec la Direction générale de la santé, avec Santé publique France, donc avec tous ces organes qui sont chargés de nous informer ou de nous transmettre l'information. En d'autres termes, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des éléments qui font que lorsqu'on parle de prévention, ou même quand on parle de santé, on n'entend pas et on ne comprend pas? Oui, oui, effectivement. Alors du coup, je vais vous parler d'un sujet qui est polémique, c'est la communication de santé. Alors c'est polémique pourquoi ? Parce que déjà, on reçoit tous des messages de communication de santé, donc on a tous un peu l'impression de savoir ce que sont que des bons et des mauvais messages. C'est polémique à un deuxième titre, c'est que c'est envoyé par le gouvernement, par les ministères, donc il y a des aspects politiques qui se mêlent aussi, on l'a vu pendant le Covid d'ailleurs. Mais il faut bien savoir que la communication de santé, c'est un domaine de recherche scientifique depuis 80 ans maintenant. Et si on veut vraiment faire des campagnes qui sont efficaces, il faut mettre en place des stratégies qui sont complexes, surtout qui se basent sur des recherches scientifiques qui ont fait leurs preuves, avec des hauts niveaux de preuves. Et il faut aussi faire appel à de la pluridisciplinarité. Donc ça, c'est important parce qu'on a l'impression que c'est des publicitaires qui font ça. C'est pas du tout des publicitaires au sens classique du terme. Oui, quand c'est l'État qui est à la base, en général, à la base, il y a des scientifiques, très souvent. Et d'ailleurs, c'est important, c'est important. Bon, mais revenons tout d'abord sur le principal objectif de la communication de santé, c'est de changer des comportements en utilisant des médias. La télévision, la radio, Internet, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, de plus en plus, avec deux buts. Soit on va réduire le nombre de comportements qui est délétère, arrêter de fumer, par exemple, soit on va inciter à faire des comportements qui sont favorables, comme faire, par exemple, de l'activité physique. Et là, je vais vous donner quelques illustrations pour vous montrer que ce n'est pas si simple que ça, de faire de la communication de santé, parce que c'est basé sur des recherches scientifiques, c'est pluridisciplinaire, et donc, il va falloir mettre en place des stratégies qui sont relativement subtiles. Alors, commençons par le message de base. Le message de base, qu'on appelle un message informationnel, c'est un message en général qui argumente sur les risques. Donc en gros, qu'est-ce que dit ce message ? Ce message, il va vous dire, voilà quel est le risque, donc on va décrire le risque, on l'explique, et puis ensuite on va expliquer la gravité du risque pour les personnes. Par exemple, si vous avez un diabète de type 2, voilà les conséquences possibles. Et ensuite, troisième temps, on va donner des recommandations qui sont à la fois concrètes et faciles à suivre. Alors on sait dans les recherches qu'on a quelques petites techniques pour essayer d'inciter les gens à suivre ça. Par exemple, une des techniques, on sait très bien, on l'a vu pendant le Covid, que lorsque ce sont des médecins ou des chercheurs qui vont décrire le risque, c'est bien plus efficace que des politiques. On l'a vu pendant le Covid, on a les recherches là-dessus. On sait aussi également que d'écrire des statistiques avec des schémas qui sont simples à comprendre, ça aide et c'est efficace également pour bien comprendre le risque. On a bien vu Olivier Véran avec toutes ces diapositives, tous ces schémas quand il s'exprimait. Alors lui, c'était politique, mais il était en même temps scientifique. Alors, le problème, c'est que si l'être humain était rationnel, si l'être humain était préoccupé par sa santé, logiquement, ça devrait suffire, ces messages-là. Mais ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas le cas, pourquoi ? On a en général trois causes. La première cause, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors, les biais cognitifs, en gros, ça veut dire que le cerveau, ce n'est pas une si belle machine que ça. Le cerveau n'est pas logique en tant que tel. Et je vais vous donner quelques exemples de biais cognitifs. L'optimisme comparatif. L'optimisme comparatif, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsqu'on se croit protégé et qu'on dit le risque, c'est mon voisin, c'est pas moi. Optimisme comparatif. Un deuxième exemple, c'est le biais du survivant. On a beau arriver en communication de santé avec des statistiques faites sur des millions de personnes, quand la personne vous dit « oui, mais moi, mon tonton, ça fait 40 ans qu'il fume, il n'a pas de problème ». Ce biais-là, il est extrêmement difficile à court-circuiter. Mais évidemment, on a des techniques, j'y reviendrai après. La deuxième cause, c'est des causes qui sont essentiellement affectives. C'est-à-dire que, si je prends le cas de la nutrition, inconsciemment, on a associé de l'alimentation avec, par exemple, des éléments de son passé.
Ah, c'était ma grand-mère qui faisait des bons petits desserts, et donc à chaque fois, j'aime bien me prendre des desserts. C'est mes racines familiales, c'est de chez moi, on buvait tous les dimanches régulièrement l'apéritif, c'est des repas de famille. Donc il y a l'aspect affectif qui rentre en considération. Un troisième facteur important, ce sont des freins sociaux. Alors les freins sociaux, on en a un peu parlé, je vais vous prendre le cas des adolescents. Les adolescents sont très sensibles à la publicité. Qu'est-ce que dit la publicité ? La publicité va vous dire c'est fun de boire du soda, c'est très fun. Donc il y a une image sociale donnée par la publicité. Il y a aussi dans les aspects sociaux l'identité de la personne. C'est-à-dire que si je pense que l'identité d'un homme viril, c'est de boire de l'alcool, et que j'ai ça vraiment dans mes identités, c'est difficile également de court-circuiter par des messages de base. Et puis on a un des troisièmes types de biais sociaux, c'est quand vous avez un entourage qui fume et que les copains fument, pour un adolescent, c'est très difficile d'éviter de fumer. Donc il va falloir, selon les biais, selon les 3 biais dont je vais vous parler, mettre en place des stratégies qui vont être radicalement différentes. Alors, on a une stratégie possible pour essayer de court-circuiter ces biais, ça va être d'utiliser un cadrage positif. Alors le cadrage positif, qu'est-ce que c'est ? C'est cette logique qui consiste à dire, faites plutôt tel comportement positif, et si vous faites ce comportement positif, il va vous arriver ça de bien. Donc on va montrer le comportement positif, par exemple pour être en forme, faites de l'activité physique, ça c'est un cadrage positif. Si vous arrêtez de fumer, vous allez sentir bon, c'est un cadrage positif également. On sait que ça fonctionne chez un certain nombre de personnes, mais il va falloir mettre aussi en place des petites techniques qu'on connaît bien dans la littérature. Une des techniques, par exemple, ça consiste à essayer de stimuler ce qu'on appelle l'auto-efficacité. Parce qu'il y a des personnes qui savent, qui ont envie, mais qui ne se sentent pas capables. Donc on va un peu les stimuler avec des messages du genre vous allez pouvoir y arriver. Vous pouvez y arriver. Donc on stimule un peu. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Il faut aussi que dans les recommandations, ce soit des choses simples à faire. C'est-à-dire, par exemple, en nutrition, on va dire le plat que vous aimez, c'est des frites. Eh bien, c'est très simple. Vous allez juste continuer à faire des frites, mais vous allez mettre un peu d'haricots verts. Donc ça, c'est relativement simple. Et surtout, c'est relativement facile à stimuler. Autre point important pour le cadrage positif, c'est d'inciter à faire un petit comportement, un petit acte. C'est-à-dire que si vous mettez des haricots verts, on incite à faire un petit acte. Eh bien, on sait, il y a des recherches qui montrent que ça multiplie par 2 la probabilité qu'ensuite vous fassiez un acte plus grand qui va dans le même sens. C'est ce qu'on appelle la communication engageante. La difficulté, c'est que le cadrage positif fonctionne chez un certain nombre de personnes, mais ça fonctionne pour des petits comportements et ça ne fonctionne pas chez une majorité de personnes. Mais en communication de santé, on a d'autres stratégies possibles. Et là, on va utiliser encore une autre stratégie. Ce coup-ci, c'est ce qu'on appelle le cadrage négatif. Alors, le cadrage négatif, qu'est-ce que c'est ? On va enfoncer un peu plus le clou par rapport à la notion de risque, puisqu'on va montrer le risque de façon plus crue, de façon plus réaliste, de façon un peu plus concrète. On va montrer, par exemple, des photos de cancer de la langue sur des paquets de cigarettes. On va expliquer également que c'est grave d'avoir ce problème, et donc on va montrer la gravité. On va un peu plus montrer la gravité que dans les messages classiques. De même, on va bien expliquer la probabilité que ça arrive à la personne. Parce que vous avez des personnes qui sont complètement conscientes des risques, qui savent les risques, qui les connaissent, mais qui ignorent la probabilité réelle que ça leur arrive. Alors par exemple, si on explique à des personnes que si jamais on fume depuis l'adolescence et la vie adulte régulièrement et des quantités assez importantes, ça veut dire que la moitié de ces personnes vont avoir en gros 20 ans de vie en moins. Donc vraiment, on essaye de démontrer que ça arrive à tout le monde. On travaille aussi, alors une recherche intéressante, relativement nouvelle, sur ce qu'on appelle les regrets anticipés. Les regrets anticipés, c'est en gros un message qui consiste à dire, imaginez ce qui pourrait se passer si jamais, par exemple, votre entourage, vos parents, vos enfants, apprennent que vous êtes mort dans un accident de la route ou vous avez, à cause du fait que vous avez beaucoup bu. Et donc, on va montrer ce spot avec une mère qui réagit. Et donc, la personne va anticiper, imaginer, et va se dire, oui, là, effectivement, là, ça génère un regret anticipé, et on sait que ça fonctionne plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'ici, on va travailler sur ce qu'on appelle des appels à la peur. L'appel à la peur, alors on a beaucoup de littérature scientifique là-dessus, c'est efficace. On sait que ça fonctionne, mais il faut l'utiliser avec des pincettes. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir des précautions.
va falloir utiliser des règles particulières. Mais si ces règles sont bien utilisées, d'une façon générale, on augmente l'efficacité chez un grand nombre de personnes. Mais vous avez toujours des personnes qui vont résister, y compris aux appels à la peur. Pour quelles raisons ça résiste sur les appels à la peur? Parce que très souvent, ça va générer des biais, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont encore plus forts. Par exemple, un biais de réactance. Ce biais de réactance, il consiste à dire, en gros, « Ah, c'est encore le gouvernement qui veut m'imposer des choses, j'en ai marre, je vais récupérer ma liberté, je vais récupérer ce que j'ai envie de faire. » Réactance. Autre exemple de biais qui est suscité, ça va être, par exemple, la minimisation des risques. Oh, ce n'est pas 5 cigarettes qui vont me faire du mal. Donc, on minimise les risques. Et à partir de là, il va falloir utiliser une autre stratégie. Et en communication de santé, on va effectivement, à ce moment-là, agir sur une autre stratégie qui va davantage attaquer, dans ce cas-là, le social. On va aller sur la composante sociale. Et ici, la composante sociale, elle est multiple. Je vais vous donner un exemple. On sait que les soignants, par exemple, quand on leur explique qu'il faut se laver les mains pour se protéger et puis pour protéger les autres, on sait que c'est un message qui passe moyennement. Pourquoi? Parce qu'ils sont davantage motivés, non pas par ne pas transmettre des microbes, mais plutôt par l'image qu'ils vont donner à leurs collègues. Qu'est-ce que les collègues vont penser de moi si jamais je ne me lave pas les mains? Donc ça, on le sait. Donc on va travailler sur ce type de message-là. On va aller sur, attention, quelle image vous donnez si vous ne vous lavez pas les mains, qu'est-ce que vont penser vos collègues. Donc voilà un exemple de social qui joue sur l'image sociale. Autre point intéressant aussi, ça va être d'essayer de court-circuiter un biais important, c'est lorsque le comportement il a intégré l'identité sociale de la personne. Par exemple, pour moi, je suis un homme, je suis viril, je dois conduire vite. À ce moment-là, ça ne sert à rien d'attaquer de front en montrant les risques, parce que ça, on ne changera pas la personne. Parce que c'est tellement profond dans sa personnalité. Donc, la technique en communication de santé, ça va être davantage dans ce cas-là d'essayer de poser une question. On remet en question quelque chose. Est-ce que vous êtes sûr que conduire vite, c'est une preuve de virilité? On pose une question et on va laisser la personne, par elle-même, opérer son propre changement. Mais on n'attaque pas de front, sinon on a des biais de réactance. Alors ça fonctionne plutôt bien, les aspects sociaux, mais chez certaines personnes. Il y a d'autres personnes qui sont complètement réfractaires à ces aspects sociaux. Il va falloir mettre en place une autre stratégie qui a également fait ses preuves dans la littérature, qui consiste ce coup-ci à davantage attaquer l'aspect affectif. Alors qu'est-ce que c'est que l'aspect affectif? Je vais vous donner un exemple. On a par exemple le storytelling. Storytelling, qu'est-ce que c'est? C'est le fait par des messages, de raconter une histoire sur quelqu'un qui a vécu quelque chose et qui raconte. Alors ça marche d'autant mieux que si c'est une célébrité qui raconte cette histoire. Pourquoi ça marche bien? Parce qu'on fait appel aux émotions des gens. On fait appel aux émotions, les personnes sont dans l'empathie, dans l'identification, on se met à la place et on se dit « Ah, effectivement, si je vivais ça, j'aurais telle conséquence ». L'avantage aussi du storytelling, raconter une histoire, c'est qu'on ne donne pas de conseils directement. C'est en gros l'idée que lorsque la personne raconte, la personne dit si j'avais fait autrement, peut-être que ça ne me serait pas arrivé. Et donc, par identification avec celui qui raconte, on va effectivement se dire peut-être que moi aussi, je devrais faire un peu différemment. Et plus on va générer des émotions dans ce storytelling, plus en plus les gens vont raconter l'histoire. Ah, tu sais ce qui est arrivé à un tel, il lui est arrivé ça, etc. Donc, il va y avoir une propagation de l'histoire au sein du groupe social. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà quelques exemples pour vous montrer que faire de la communication de santé publique, c'est compliqué. Ça repose, et ça doit reposer sur des stratégies qui, elles-mêmes, sont basées sur des recherches scientifiques. On doit avoir des stratégies très rigoureuses, avec des objectifs, au départ, précis, quantifiables, avec des moyens rigoureux, avec ensuite une mesure de l'efficacité en fonction des objectifs, parce que l'intérêt aussi, c'est d'avoir une mesure d'efficacité, une évaluation de l'efficacité. D'ailleurs, on ne lance jamais une campagne de santé publique si on n'a pas au départ prétesté le message. Avant de le lancer, on prend la cible et on regarde comment réagit la cible au message. Et à partir de là, seulement si la réaction est positive, on va pouvoir lancer le message. Mais n'oublions pas non plus qu'en communication de santé, c'est de l'argent public. Donc il faut vraiment veiller à avoir une belle efficacité. Et je répète de nouveau, plus c'est efficace, plus les messages vont être basés sur des recherches scientifiques qui ont fait leurs preuves, et plus il y a une probabilité d'efficacité qui est forte.
Didier Courbet, merci pour ce survol assez complet, c'est ça, de la communication santé. Alors, on a envie de vous poser une question qui est quand même relativement pratique, qui est dans l'actualité, par rapport aux communications qui ont été faites dans le Covid, parce que bien sûr, on va parler un petit peu du Covid, même si dans le focus, on n'a pas le droit de poser de questions, mais j'en pose une quand même. Qu'est-ce qu'on a pu rater éventuellement, ou qu'est-ce qui a fait que la communication n'a pas été bonne pour qu'aujourd'hui, les gens ne se vaccinent pas? Alors, moi, je pense qu'un comportement, il est plurifactoriel. Et parfois, il y a des limites de la communication de santé envoyée par des médias, des messages. Il y a des limites et il va falloir à ce moment-là utiliser d'autres logiques. La communication interpersonnelle par le médecin de famille, par le médecin généraliste, par le prosélytisme, les amis qui vont inciter, par le groupe social. Donc oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne voit plus de campagne du tout faite à la télévision, par exemple, ou dans les radios sur le vaccin. Je suppose, il faut voir une chose, c'est que une des tendances des Français actuellement, c'est d'avoir de plus en plus d'effets de réactance. C'est-à-dire que dans les enquêtes, on le montre, souvent les personnes disent « mais on nous donne trop d'informations, on en a marre d'être toujours envahi d'informations ». Donc on a d'autres stratégies en communication de santé qui va être plutôt, par exemple, d'envoyer des messages qui vont être plus individualisés par des SMS. Alors ça, le SMS est très bien parce que c'est individualisé, on peut mettre un message en fonction du profil de la cible. Ça, c'est intéressant. Pour les enfants, ou pour les ados, pardon, qui détestent qu'on leur dise des choses, le jeu vidéo, très bien, ce qu'on appelle le serious game. C'est-à-dire, c'est un jeu vidéo qui consiste à faire jouer l'adolescent ou à faire jouer l'enfant, et tout en jouant, il apprend. Et il va changer ses comportements. Et ici, par le jeu, il y a des études qui montrent que c'est redoutable en manière d'efficacité pour apprendre des choses et pour éventuellement, après, les mettre en place sur le terrain. Je m'autorise une dernière petite question. Le ministre en parlait tout à l'heure, vous en avez parlé tous. On parlait des modes de vie, des habitudes de vie. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des campagnes de communication qui fassent rentrer cette idée que, ou est-ce qu'on l'a déjà fait, des modes de vie, et est-ce que ça pourrait amener un changement de comportement? Est-ce que c'est une bonne chose de faire des campagnes dans ce domaine, ou est-ce que là aussi c'est plutôt de l'individuel? Alors, mode de vie, vous entendez mode quoi de vie, c'est-à-dire tout le panel qui est classique sur l'alimentation, la sédentarité, le stress, le sommeil, les éléments classiques de la Haute Autorité de Santé. Est-ce qu'en fin de compte, cette notion de médecine des modes de vie, de travailler sur les modes de vie de la population, pourrait bénéficier d'une communication grand public? Alors, oui, mais de nouveau, il faudrait faire attention. Je n'ai pas réfléchi à la question de cette manière, mais on fait attention en communication au fait de cibler un comportement et un seul. Qu'on a trop de comportements, on sait qu'il y a une dilution de l'efficacité. Par contre, ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est de travailler, je pense, par du storytelling, par des films grand public, vraiment du cinéma, et du cinéma avec 1h30 de film, et de faire en sorte qu'on travaille et on montre par le jeu d'acteurs, dans le scénario du film, des modes de vie qui sont sains. Donc ici, on va essayer de contourner ce qu'on appelle l'effet de source, pour pas que les personnes nous disent « Ah, c'est encore le gouvernement qui veut nous… » On travaille par l'intermédiaire plus subtil d'un film ou peut-être d'un jeu vidéo, d'une façon plus générale. Mais en général, on cible le public comportement par comportement. Avec les réseaux sociaux, qui là sont plus adaptés peut-être aussi. Alors les réseaux sociaux, très intéressants en passant par les influenceurs. C'est très bien. Il y a de l'efficacité sur les ados et sur les jeunes adultes. Bon, on a bien compris, ce qui est cher au siège de Michel Le Cerf, que l'injonction, ça ne marche pas. Ça marche peu. Peu et auprès de peu de personnes. Très bien, Didier Courbet, merci infiniment pour ces éléments. On va passer à la table ronde suivante. Table ronde importante. Petit commentaire. Oui, mais alors 2 secondes, parce qu'on est déjà très en retard. On est déjà très en retard. Non. Voilà. Peut-être un point important. D'abord, les sciences humaines et sociales, c'est très, très important en prévention. Je crois qu'il faut absolument les mettre. Deuxième élément aussi que vous n'avez peut-être pas souligné, c'est la difficulté des messages contradictoires de la part des professionnels de santé. On l'a bien vu pendant le Covid. Et puis aussi, peut-être ce ras-le-bol des injonctions permanentes et également de l'accumulation de conseils. Et moi, je pense que les gens sont capables de déterminer eux-mêmes ce qu'ils peuvent changer. Il faut leur suggérer les choses. Il ne faut pas les abrutir ni avec des reproches permanents, ni avec des injonctions qui sont qualifiées d'excessives, ni avec une avalanche de conseils. Je pense qu'il faut qu'on soit très attentif à ça. Et d'ailleurs, dans le domaine de la nutrition, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien évaluées. Le manger moins gras, moins sucré, par exemple, pose des problèmes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'assimilation entre l'aliment qui est présenté et le message qui est en dessous. Cet aliment est moins gras, moins sucré, on me le montre d'ailleurs. Et donc, il y a des études qui ont montré que c'était parfois contre-productif. Donc, j'approuve tout à fait ce que vous dites, à savoir, il faut évaluer aussi les messages avant de les mettre en œuvre, et puis les cibler vraiment.
Alors, juste une dernière, si, puisqu'on continue. Non, est-ce que vous pourriez nous citer une campagne dont vous êtes fier ou dont on doit être fier, qui est un beau modèle de campagne de communication en santé? Oui, je pense à Santé publique France, département de nutrition, qui a fait une campagne qui explique, en gros, le titre, c'est commencer par améliorer un plat que vous aimez déjà, que vous faites déjà. C'est l'exemple des frites dont je vous parlais tout à l'heure. Donc commencez, non pas par tout changer, mais changez juste une petite chose. Mettez un peu d'haricots verts avec vos frites. Ça, c'est bien, c'était humoristique. Donc avec l'humour, on permet de court-circuiter les contre-argumentations quand on fait sourire les gens. C'était bien fait parce qu'on incitait. C'était un homme qui parlait, donc on montrait aussi que les hommes pouvaient le faire. Ça incitait ça donnait des motivations pour le faire. Grosso modo, ça générait un petit acte qui, on le sait par la suite, ce qu'on appelle la communication engageante, génère un plus grand acte. Donc une campagne qui est plutôt pas mal faite. Ouais. Didier Courbet, merci beaucoup. Et on passe donc à la session suivante où on va aborder le terrain. Parce qu'en fin de compte, tout ce qu'on vient de dire là, il faut aller sur le terrain, il faut essayer d'individualiser en fonction de l'âge, en fonction de ce que font les personnes, en fonction des territoires. C'est la session suivante. Restez avec nous, à dans quelques instants.